je vais introduire et discuter assez longuement aujourd'hui une notion qui est assez connectée, enfin qui est même très connectée à l'hyperbolicité, c'est la notion de stabilité structurelle. Alors, la définition est simple et n'est pas de prime abord directement connectée à l'hyperbolicité. On dit qu'un diffeomorphisme est structurellement stable, et là, la régularité va être importante, vous allez le voir tout de suite. Donc, je prends un diffeomorphisme dans le groupe des diffeomorphismes de classe CR, et je dirais qu'il est CR structurellement stable. Si donc tout voisinage, tout diffeomorphisme suffisamment proche de F est en fait topologiquement conjugué à F. On ne peut pas changer la dynamique topologique par une perturbation de classe CR. Donc la définition est claire. Et donc j'introduis tout de suite un théorème fondamental. Donc il y a deux parties. Une qui est la plus facile, qui est due à Robin et Robinson, et une autre qui est plus difficile, qui est due à Magnier, qui dit que donc un diffeomorphisme F de classe C1, alors attention ici, donc R égale 1, vous appliquez cette définition avec R égale 1, et C1 structurellement stable, si et seulement si F est hyperbolique. Et alors il y a une petite condition supplémentaire, c'est que on demande en plus que pour tout xy dans R de F, que je vous rappelle c'est l'ensemble récurrent par chaîne, c'est l'ensemble des points à travers lesquels on a pour tout delta positif une delta pseudo-orbite périodique. Et bien pour tout point xy, donc R de F, par définition de l'hyperbolicité, ça veut dire que R de F est un compact invariant hyperbolique, donc il y a des variétés stables et instables en tout point de R de F, et donc on demande que ces variétés, Ws de x et Wu de y, soient toujours transverses. Voilà, donc, alors la partie facile qui a été faite avant est due à Robinson, c'est dire que si F est hyperbolique avec cette condition supplémentaire, alors F est C1 structurellement stable. D'une certaine façon, on avait déjà un germe, c'était pas la démonstration, mais un germe de ceci dans les propriétés de continuation hyperbolique. On se rappelle que quand on a un ensemble hyperbolique, eh bien pour un diffeomorphisme petit f, eh bien pour tout diffeomorphisme C1 voisin, on a un ensemble hyperbolique légèrement déformé, invariant, sur lequel la dynamique est conjuguée, topologiquement conjuguée au diffeomorphisme initial. Donc, vous pouvez, pour commencer, en quelque sorte, suivre l'ensemble R de F. Alors, il faut montrer que cet ensemble va être effectivement R de G, et ensuite étendre la conjugaison qui est au départ simplement définie de R de F sur R de G, étendre cette conjugaison à toutes les variétés. Donc, il y a du travail à faire, mais enfin, en quelque sorte, il y a un point de départ quand même assez solide. Par contre, donc on va en discuter un petit peu. Dans l'autre sens, si on suppose que c'est C1 structurellement stable, on a cette propriété, mais ça ne donne pas, a priori, le début de quelque chose d'hyperbolique. Et on verra dans certains contextes, on ne sait pas du tout le faire. Alors, donc, ici, c'est vraiment en classe C1. Alors, formellement, en regardant juste la définition, je peux toujours dire qu'un diffeomorphisme de classe CR, avec R plus grand que 1, est C1 structurellement stable, puisqu'évidemment, un diffeomorphisme de classe CR est de classe C1, et je peux regarder un voisinage dans la C1 topologie. Donc formellement, si on regarde ici, comme la topologie de classe CR est plus fine que la topologie de classe C1, on a une propriété de CR, stabilité structurelle, qui est plus faible. Donc en particulier, elle ne peut pas formellement, simplement à partir de ce théorème, impliquer l'hyperbolicité. Et en fait, on ne sait pas du tout s'il existe des diffeomorphismes F qui seraient CR structurellement stables, donc R étant strictement plus grande que 1, même 1, quelque chose. Enfin, je veux dire, même si on considère C1 plus ELDR, qui serait CR structurellement stable en ce sens, mais qui ne serait pas hyperbolique. Je vais revenir sur ceci. Donc, je n'ai pas donné une idée de la preuve, mais enfin, j'ai donné le point de départ de la démonstration de Robin et Robinson. Alors, dans l'autre sens, le point de départ de la preuve par Magnier, c'est essayer de montrer qu'un diffeomorphisme C1 structurellement stable est hyperbolique. La propriété de transversalité entre variétés stables et instables n'est pas vraiment un problème, une fois qu'on sait que F est hyperbolique.
Hein. Mais enfin, l'essentiel, c'est de montrer que f est hyperbolique. Et pour ceci, on commence par montrer la propriété suivante, alors qui est antérieure à Magnier. Hein, c'est que dans l'ensemble récurrent par chaîne d'un diffeomorphisme structurellement stable, C1 structurellement stable, hein, les points périodiques sont denses. Donc on attrape plein de points périodiques. Alors ensuite, on montrera que ces points périodiques sont forcément hyperboliques, ça c'est pas très difficile, mais ensuite il y a beaucoup de travail dû à Magnier pour récupérer de l'hyperbolicité simplement des points périodiques, l'hyperbolicité de l'ensemble récurrent par chaîne. Malgré que les points périodiques sont denses dedans, il y a une question de cohérence en quelque sorte entre les directions stables et instables associées aux différents points périodiques hyperboliques qu'il s'agit de traiter et qui est difficile. Alors, cette densité, donc ici je l'ai affirmé, cette densité, elle repose sur un théorème de Pugh qui s'appelle le closing lemma, donc qui est le suivant. D'abord une définition. Alors, je n'ai pas encore eu besoin d'introduire, peut-être que je l'ai mentionné rapidement à un certain moment, la notion de point errant. Je l'ai mentionné au moment où j'ai introduit l'ensemble récurrent par chaîne, parce qu'il y a toute une série d'ensembles naturellement invariants qui va de l'adhérence des points périodiques, qui est le plus petit, à l'ensemble récurrent par chaîne qui est le plus grand, et un des ensembles intermédiaires, c'était l'ensemble non errant. Donc on dit qu'un point est errant s'il existe un voisinage U qui est disjoint de ses itérés, et donc inversement, un point est non errant dans le cas contraire. Donc je fais le dessin symboliquement, disons, ça veut dire que donc j'ai X, j'ai n'importe quel voisinage U, et vous pourrez trouver un point qui, après un certain nombre d'itérations, va revenir dans le voisinage. Ceci pour toute taille de voisinage. Donc ce n'est pas X lui-même qui fait quelque chose directement, c'est un bout d'orbite qui part proche de X et qui revient proche de X. Voilà, donc ça c'est pour un point non errant, et le théorème de Pugh donc, dit la chose suivante. Si on se donne un diffeomorphisme de classe C1, de nouveau, important, et un voisinage dans le groupe des diffeomorphismes, un point non errant pour ce diffeomorphisme, eh bien, on peut perturber f en petit g dans le voisinage donné, tel que x devienne périodique pour g. Donc on passe de ce dessin-là au dessin pour G. Alors, ce n'est pas forcément le même genre d'orbite, enfin, je veux dire, oups. Voilà ce qui se passe pour G. Je ne suis pas en train de dire que l'orbite de G suit l'orbite de F, mais par contre, X est devenu périodique. Voilà. Donc il y a des versions plus fortes que je vais mentionner tout de suite. Je reviendrai ensuite sur ce qu'on sait, ou plutôt ce qu'on ne sait pas, en fait, en classe CR avec R strictement plus grand que 1. Et la raison pour laquelle le théorème de Robinson-Magnier, enfin surtout le théorème de Magnier, n'est pas du tout connu en classe CR avec R plus grand que 1. Mais enfin, voilà d'abord une version plus forte, mais toujours en classe C1. Une version plus forte, au lieu de rendre périodique, on va modifier les orbites de façon plus libre, en quelque sorte. Donc on se donne un diffeomorphisme, donc ça commence pareil. On se donne un diffeomorphisme de classe C1, un voisinage de F dans le groupe des diffeomorphismes. Alors on fait une hypothèse, bon, je reviendrai tout de suite sur cette hypothèse, qu'on n'a pas faite dans le théorème de Pugh, parce que, bon, mais c'est une hypothèse faible, très faible, je reviendrai tout de suite dessus, que les orbites, on suppose donc que toutes les orbites périodiques de F sont hyperboliques. Alors, ceci étant, on se donne 2 points, et donc 2 points avec la propriété que pour chaque delta positif, je peux trouver des pseudo-orbites, donc ce n'est plus des vraies orbites maintenant, voilà X, voilà Y. Donc une pseudo-orbite qui commence à X et qui termine à Y, pseudo-orbite finie. Et ceci doit être vrai pour tout delta positif. Évidemment, plus delta devient petit, a priori, plus la pseudo-orbite devient longue. Sauf si, évidemment, au départ, Y était sur l'orbite de X, auquel cas, on n'a même pas. Il y a déjà une vraie orbite. Or, que ça soit une vraie orbite, c'est précisément ce qu'on veut faire. On peut perturber petit f en diffeomorphisme petit g, tel que maintenant Y
et sur l'orbite de X pour G. Donc Y qui était presque au sens des delta pseudo-orbites et devient exactement sur l'orbite. Alors avant de discuter de ça, juste une question, un mot sur cette orbite-là. Si F par hasard ne vérifie pas cette hypothèse, on peut toujours, il y a un théorème de Coupe-Casmel qui vous dit que pour un difféomorphisme générique, donc dans un ensemble G delta dense de difféomorphismes en topologie C1 ou n'importe quelle topologie CR, les difféomorphismes dont toutes les orbites périodiques sont hyperboliques donc forment une partie G delta dense générique. Donc, en quelque sorte, je peux toujours perturber petit f en un difféomorphisme petit f', disons, tel que cette condition soit vérifiée. Alors, pourquoi donc avoir mis ceci alors que c'est parce que quand je fais cette perturbation, il est possible que je perturbe cette hypothèse aussi. C'est-à-dire que les points x et y qui satisfont la seconde condition ici, d'avoir des pseudo-orbites qui vont de x à y, quand je fais la première perturbation, pour rendre les orbites périodiques hyperboliques, je pourrais avoir changé les paires x et y qui vérifient cette hypothèse. Donc, pour éviter ce problème, on fait l'hypothèse justement pour ne pas avoir, pour avoir le maximum en quelque sorte de paires x, y qui satisfont l'hypothèse ici. Voilà. Alors, donc ça, c'est essentiellement ce qu'on sait faire de mieux dans la C1 topologie. Par contre, en topologie CR, R plus grand que 1, on ne sait vraiment rien faire du tout, puisque même des versions très faibles ne sont pas connues. Et je ne suis pas sûr que si on fait un sondage, en quelque sorte, chez les spécialistes, s'il y a une majorité de gens pour penser que le résultat devrait être vrai, enfin le closing lemma de Pugh, l'énoncé de Pugh, ou celui-là d'ailleurs, devrait être vrai ou faux, même la réponse n'est pas vraiment, il n'y a pas de sentiment très fort dans un sens ou dans l'autre. Alors voilà une version beaucoup plus faible où la réponse n'est déjà pas connue. Donc on se place sur une variété, j'ai pris le tore TD, D supérieur ou égal à 2, simplement parce que c'est un cadre où il n'y a pas d'obstruction de nature topologique qui forcerait un difféomorphisme à avoir des points fixes ou des points périodiques. Donc sur le tore TD, il y a bien sûr des difféomorphismes sans orbite périodique, les translations ergodiques minimales. Et la question est de savoir, n'ayant pas d'obstruction topologique, on peut se demander, est-ce qu'un difféomorphisme CR structurellement stable, donc avec R strictement plus grand que 1, de nouveau, a forcément au moins une orbite périodique. L'ensemble récurrent par chaîne R de F, il est toujours non vide. Donc, et en classe C1, on sait que les points périodiques sont denses. Mais en classe CR, on ne sait pas du tout, et donc on n'est même pas capable, sans localiser du tout, on n'est même pas capable, a priori, par petite perturbation, de créer une orbite périodique. Petite perturbation dans la topologie CR. Donc voilà, l'étendue de notre ignorance, en quelque sorte, dès que R est strictement plus grand que 1. Alors, il y a un cas qui est facile et que je vais traiter maintenant. C'est le cas de la dimension 1. Dans le cas de la dimension 1, il n'y a pas tout se passe bien, on comprend bien ce qui se passe. Et pour le coup, il n'y a pas de différence entre C1 structurellement stable et CR structurellement stable. Donc l'énoncé est le suivant. Donc on a des propriétés équivalentes en classe CR. Donc ici, R peut être égal à 1, peut être un réel strictement supérieur à 1, peut être infini, peut être analytique, n'importe quelle classe de régularité de ce genre-là. Donc on a équivalence entre les propriétés suivantes. Donc d'abord, f est hyperbolique dans le sens où je l'ai défini, c'est-à-dire l'ensemble récurrent par chaîne est un compact invariant hyperbolique, la définition qui vaut pour n'importe quelle variété compacte. Ensuite, f est C1 structurellement stable. Alors ceci est en fait maintenant équivalent à CR structurellement stable, bien que formellement la C1 structurelle stabilité implique la CR structurelle stabilité. En fait, dans ce cadre-là, ça va être équivalent.
Hein, et donc finalement, la dernière propriété, c'est que le nombre de rotations de f est rationnel d'abord, donc il y a des orbites périodiques, et en fait, chaque orbite périodique de f est hyperbolique. Donc toutes les orbites périodiques de f sont hyperboliques. Donc voilà, on a équivalence, donc je vais donner une idée de la démonstration. Pardon, j'ai oublié ce morceau du théorème, hein, c'est que donc les propriétés étant équivalentes, les diffeomorphismes qui sont hyperboliques ou structurellement stables, comme vous voulez, c'est la même chose, hein, donc forment une partie ouverte. Alors ouverte, c'est toujours vrai. Hein, c'est toujours vrai sur le hyperbolique, enfin je veux dire, bon, ici c'est équivalent. Alors bien sûr, parler de l'un ou de l'autre, c'est la même chose, mais de façon tout à fait générale, la propriété d'être hyperbolique, c'est toujours une propriété ouverte dans la topologie C1, hein, et la propriété d'être structurellement stable, c'est toujours, alors c'est R structurellement stable, c'est automatiquement par définition ouvert dans la topologie CR. Hein. Donc en particulier ici, C1 structurellement stable, c'est ouvert dans la topologie C1, et donc hein, les diffeomorphismes qui ont ces propriétés forment une partie dense, hein, pour la topologie CR. Alors comment on voit ça? Donc il y a plusieurs choses à faire. Hein. L'équivalence d'abord, et puis ensuite la densité, puisque ouvert c'est automatique. Hein. Alors je commence donc. Alors il y a une implication qui est triviale que j'ai déjà mentionnée. Hein, C2 implique 3, C1 structurellement stable, c'est plus fort que CR structurellement stable. Donc ensuite, on va montrer d'abord que la propriété 4 implique les autres. Alors pas la propriété 3, puisque une fois que j'ai montré 4 implique 2, ça implique aussi 3. Hein, donc je vais montrer que 4 implique 1 et 4 implique 2. Alors 1, je vous rappelle, ça disait que f est hyperbolique. Donc si f... Alors je crois que le mieux c'est que je fasse un dessin. Oui, donc, quand j'ai 4, ça veut dire que le nombre de rotations irrationnelles, alors pour le dessin, je vais le faire avec nombre de rotations nul. Hein. Donc, donc, à ce moment-là, les points périodiques en question sont des points fixes. Hein, et alors, je dessine le cercle à plat, enfin, je veux dire, si vous voulez, le revêtement universel, R. Hein, donc, j'ai des points fixes, et ces points fixes sont hyperboliques. Donc, je vais avoir, disons, ce point fixe, par exemple, est attractif. Voilà un premier point fixe. Alors, je vais faire le cas où il y a... alors, ensuite, vous voyez qu'automatiquement, ça, c'est le point fixe suivant, x1. Donc, il n'y a pas de point fixe entre les deux. Donc, les orbites vont de x1 vers x0. x1 est répulsif. Hein, x1 étant répulsif, encore une fois, j'utilise que chaque fois, les orbites périodiques sont hyperboliques. Donc, elles sont soit attractives, soit répulsives. On est en dimension 1, il n'y a pas de situation de type cell intermédiaire. Hein, donc, ensuite, de la même façon, le point x2, le point suivant, hein, est attractif. Et puis, je continue comme ça, hein, jusqu'à rencontrer, disons, x0 plus 1, qui est le même point sur le cercle, mais comme j'ai dessiné le revêtement universel, donc je retombe. Donc, le nombre de points fixes, comme vous alternez attractif et répulsif, hein, le nombre de points fixes est pair, de x0 à x2k-1. Alors, vous voyez en fait immédiatement, dans cette situation, que non seulement, évidemment, les orbites sont piégées entre deux points fixes consécutifs, une orbite qui part d'ici, elle tend vers x0 en temps positif et elle tend vers x1 en temps négatif, là il n'y a pas de problème, mais c'est aussi vrai des delta pseudo-orbites. Hein. Une delta pseudo-orbite qui commencerait, enfin qui au temps 0 se trouverait entre x0 et x1, bien en temps positif, elle est forcée de s'approcher de x0, elle peut plus sauter par-dessus, même avec les sauts permis, une fois que delta est assez petit. Hein, elle est confinée, disons, à un petit voisinage ici de x0. On peut un peu s'éloigner, mais pas plus que ça. Et un petit voisinage de x1 hein, dans les temps négatifs. Je veux dire. Donc un point qui est comme ça, hein, il ne peut pas être récurrent par chaîne. Hein, puisque je n'arrive pas à fermer l'orbite. En temps positif, elle s'approche de x0, en temps négatif, elle s'approche de x1, et donc elle ne peut pas être périodique. Hein, donc, ce qu'on a, c'est que l'ensemble récurrent par chaîne, alors je crois que c'est écrit, donc je vais plutôt est égal à l'ensemble des points périodiques. Hein, voilà, d'accord.
Et les orbites périodiques, bien sûr, sont isolées puisqu'elles sont hyperboliques. Okay, et donc, je conclus, comme j'ai supposé que, j'ai supposé que les orbites périodiques sont hyperboliques, l'ensemble récurrent par chaîne est donc hyperbolique, hein, et donc ça veut dire que F est hyperbolique, hein, d'après la définition d'hyperbolicité. Alors, deuxième chose, donc je pars toujours du fait que F de cette nature, hein, nombre de rotations rationnelles avec orbite périodique hyperbolique, et je veux montrer la stabilité structurelle. Hein, donc, en l'occurrence, la C1, stabilité structurelle, la propriété la plus forte. Donc, alors, il faut le faire... alors, attendez, je vais faire un peu de place au tableau. Je le fais de nouveau. Non, là, cette fois-ci, je ne vais pas trop tricher, c'est-à-dire que je vais le faire pour changer, si vous voulez. Alors, je commence par le même argument que je viens de faire ici. Hein, eh bien, je vais avoir une situation à un certain entier K, hein, tel que F a K orbites périodiques attractives et K orbites répulsives. Alors, cette fois-ci, je vais changer un tout petit peu. Je vais prendre le nombre de rotations P sur Q. Pardon. Égal à 1 tiers. Et puis je vais prendre K égale 1, autrement ça fait beaucoup d'orbites périodiques. Hein, donc j'aurai situation, disons x0, x1, x2, x3, x4. Donc il y aura 2 kq en général, donc ici q égale 3, k égale 1, donc ça fait 6. Hein. Donc ça, x6 et x0 plus 1. Donc ceci sont les points, alors c'est les points périodiques de petit f, ou les points fixes de f itéré 3 fois. Alors si je suis sur leur vêtement universel, il faut que je retranche 1. Hein. Donc, avec un nombre de rotations impair, vous voyez que x0 va sur x2, qui va sur x4, qui à la troisième itération revient sur x0 sur le cercle, hein, et de la même façon x1 va sur x3. Et puis bon, ensuite, je n'ai pas marqué, mais c'est x1 plus 1. Donc voilà la dynamique sur l'ensemble des points périodiques. Alors, cette situation, hein, comme les points périodiques sont hyperboliques, c'est une situation qui est ouverte. Donc, si je prends un difféomorphisme G voisin de F, je vais avoir le même dessin. Je vais appeler Y0 les points périodiques en question. Et je choisis, enfin, X0 est attractif, Y0 comme point périodique, hein, Y0 aussi, c'est juste une question de numérotation. Enfin, de toute façon, si Y0 est proche de X0, ça sera le cas, etc. Donc Y6 égale Y0 plus 1. Donc, je pars de cette situation. Alors, qu'est-ce que je fais? Je choisis un intervalle, en l'occurrence, ça va être 2 intervalles. Je choisis un intervalle ici. Alors, je le choisis de la façon... Alors, je vais le redessiner là-bas. Hein, donc, quand je prends l'image d'un intervalle... Alors, je vais vous dire, il va vérifier quelque chose. Entre x0 et x1, donc je prends son image. Ça me donne un autre intervalle ici, entre x2 et x3. Je prends encore son image. Ça me donne un autre intervalle ici. Et maintenant, quand je prends l'image suivante, je veux... Donc ici, c'était l'intervalle. Alors, je l'appelle... Je vais peut-être avancer dans le... Il y a des notations. Hein. Donc, Q est égal à 3. Hein. Donc, je construis la conjugaison topologique. J'ai choisi x0, y0. Hein. J'ai numéroté. Donc, ça, c'est la numérotation qui est au tableau, hein, avec l'ordre cyclique. Et donc, ensuite, ce qu'on choisit, c'est un intervalle L. Alors, en l'occurrence, tel que j'ai fait, ça serait L1, avec une notation. Hein. Et je demande que quand j'itère 3 fois L1, donc ici j'ai l'intervalle L1 plus 1, hein, et ici, juste adjacent au premier intervalle, j'ai l'intervalle F3 de L1. J'ai pris un revêtement universel. D'accord ? Donc, c'est ce qui est indiqué. Hein, les extrémités
de L se déduisent l'une de l'autre par f puissance 3. Alors, sur le cercle, encore une fois, je dessine ici sur la droite, hein, mais donc ce point-là, itéré 3 fois, devient celui-là, avec une translation de 1. Alors, je dois faire la même chose avec l'autre intervalle qui n'a pas été visité, hein, c'est-à-dire que je choisis ici, il y avait L1, je vais choisir un L2 ici avec la même propriété. Donc, sur les extrémités, d'ailleurs, excusez-moi, c'est L'1 avec mes notations. Non, excusez-moi, je suis en train de me dire des bêtises. L'1, là c'est L2, c'est bien L2, je ne me suis pas trompé. Et je choisis L'1, alors par rapport à G, cette fois-ci ici, et L'2 ici. D'accord ? Donc, ayant fait ceci, je prends donc simplement un homéomorphisme qui envoie L1 sur L'1, préservant l'orientation. Je fais la même chose ici. Donc ça, c'est le début de la construction de la conjugaison sur les deux intervalles L1 et L2. Et ensuite, je vais juste exiger que ce soit une conjugaison, c'est-à-dire exiger qu'on ait H rond F égale G rond H. Donc, j'ai commencé à définir H ici, et puis ensuite, j'applique F. J'applique les itérés de F, et donc je définis les valeurs successives de H par cette formule. Donc, de façon générale, je vais demander ceci avec n dans z. Et vous voyez que quand on itère donc, cet intervalle, au départ, h est simplement défini ici, avec n positif ou enfin négatif, multiple de 3, on va remplir petit à petit tout l'intervalle entre x0 et x1. Et de la même façon, à partir de L2, tout l'intervalle entre x1 et x2. Pendant ce temps-là, la même itération à l'image, ici à l'arrivée, va remplir l'intervalle entre y0 et y1, et de la même façon ici. Alors, on a simplement, au départ, on a pris garde d'avoir de la continuité. On veut bien sûr qu'en appliquant cette relation, on garde quelque chose qui est continu. Ensuite, la continuité aux extrémités sera automatique, puisque quand n tend vers plus l'infini, par exemple ici, on va tendre vers ce point x0, lorsque n tend vers moins l'infini, vers ce point-là, et ça sera la même chose en bas. Donc la conjugaison ensuite va envoyer x0 sur y0, x1 sur y1, etc. Voilà, donc voilà je veux dire, ce que je viens d'expliquer. Donc, bon, il n'y a pas de difficulté particulière, mais c'est dû au fait qu'on comprend parfaitement la dynamique. Je veux dire, quand on comprend parfaitement la dynamique, c'est jamais bien difficile, du point de vue topologique au moins, ici, c'est jamais bien difficile de construire ces conjugaisons topologiques. Alors, dans l'autre sens, pour le moment, j'ai montré que la propriété 4, le nombre de rotations rationnelles et orbites périodiques hyperboliques, impliquait les autres. Donc, pour aller dans l'autre sens, je vais montrer que les autres propriétés, c'est-à-dire comme 2 implique 3 trivialement, je vais montrer que si f est hyperbolique, ça c'est la première chose, alors le nombre de rotations est rationnel et les orbites périodiques sont hyperboliques. Alors, en fait, le point principal, c'est de montrer que le nombre de rotations, est irrationnel, effectivement. Donc, je suppose que f est hyperbolique. Alors, je vais montrer que le nombre de rotations est rationnel. Donc, je raisonne par l'absurde. Je suppose qu'il est irrationnel. Alors, je prétends, donc j'ai marqué comme exercice, mais je vais le faire au tableau. Ce n'est pas difficile. Je prétends que si le nombre de rotations est irrationnel, alors l'ensemble récurrent par chaîne est automatiquement égal au cercle tout entier. En fait, ça résulte, là je m'excuse, mais je m'appuie sur ce que j'ai fait l'année dernière dans mon cours sur les différents, où j'ai parlé en particulier des difféomorphismes du cercle, une partie. Vous avez de toute façon, il est encore disponible sur ma page web, du collège. Donc vous avez 2 cas. Donc je suppose que ρ de f est irrationnel. Donc il y a une dichotomie qui est que d'une part, f peut être topologiquement conjugué à une rotation irrationnelle.
Alors, en fait, dans ce cas-là, l'ensemble récurrent par chaîne, R alpha, c'est une rotation irrationnelle, donc minimale. Toutes les orbites sont denses. Donc, en particulier, l'ensemble récurrent par chaîne, c'est le cercle tout entier. Et bien sûr, par conjugaison, ça reste vrai. Donc, et alors, d'autre part, l'autre cas, c'est F est un contre-exemple de Langevin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, indépendamment de la terminologie? C'est qu'en fait, il existe un ensemble K, un ensemble de Cantor, contenu dans le cercle, qui est invariant par F et sur lequel F a toutes ses orbites denses. F restreint à K est minimal. Alors, ça veut dire aussi que F va permuter, et permuter sans périodicité, parce que le nombre de rotations est irrationnel. F va permuter les composantes connexes du complémentaire de cet ensemble de Cantor. Les composantes connexes sont un nombre dénombrable, et F va les permuter d'une certaine façon. Donc, si je fais le dessin, alors bien sûr, déjà, l'ensemble K est contenu dans l'ensemble récurrent par chaîne, puisque toutes les orbites sont denses. Mais même les orbites qui ne seraient pas dans K, donc si j'ai un point X qui est dans un trou, donc K, voilà une composante connexe du complémentaire de K, que j'appelle J. Ici, c'est les points de K les plus proches. Eh bien, en itérant, comme J n'est pas périodique, quand je vais itérer l'intervalle J, automatiquement, comme je suis sur le cercle qui est de longueur finie, au bout d'un certain temps, l'image de J devient très petite. Là, c'est en temps positif, mais en temps négatif également. Les itérés de J deviennent très petits. Et donc, je peux m'en servir pour construire des pseudo-orbites périodiques passant par X. Donc, ce que je fais, c'est que je fais la vraie orbite de X jusqu'au temps n-1. Jusqu'au temps n-1, et là, au lieu de continuer par la vraie orbite, je fais le petit saut, maintenant que l'intervalle est devenu tout petit, pour me retrouver dans l'ensemble K. De la même façon, dans le passé, je saute sur une extrémité, donc au temps -n, je saute sur une extrémité de f-n de j pour aller dans K, et maintenant je complète par une orbite périodique puisque je suis sur K où les orbites sont denses. Donc je n'ai pas de problème pour boucler en quelque sorte ces pseudo-orbites. Voilà, donc dans tous les cas, dans les deux cas, l'ensemble récurrent par chaîne est égal au cercle tout entier. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cercle tout entier serait hyperbolique, et par définition, donc le cercle serait un compact invariant hyperbolique. On est en dimension 1, ça veut dire que soit l'espace stable est partout de dimension 1, soit l'espace instable est partout de dimension 1. Donc si par exemple c'est l'espace stable qui est de dimension 1, eh bien on va pouvoir trouver un entier n strictement positif tel que ceci se produise. Ça me paraît par définition de l'hyperbolicité. Même chose en temps négatif, enfin si c'est l'espace instable, en temps négatif. C'est pour ça que l'entier n ici est un entier que je ne sais pas s'il est positif ou négatif, mais en tout cas il existe. Et évidemment, ceci n'est pas compatible avec le fait que la moyenne de dfn, quand j'intègre entre le long du cercle, ça doit être 1, puisque fn envoie le cercle sur lui-même. Voilà, donc on a montré que le nombre de rotations est rationnel. Et maintenant, c'est clair qu'une fois que le nombre de rotations est rationnel, eh bien, les orbites périodiques sont forcément hyperboliques parce que j'ai supposé que petit f était hyperbolique. Voilà, OK. Donc, alors, il reste une partie, c'est de montrer que la CR structurelle stabilité implique que f, le nombre de rotations est rationnel et que les orbites périodiques sont hyperboliques. Alors, ce n'est pas non plus difficile. Donc, c'est la même chose, il faut commencer par montrer que le nombre de rotations est rationnel. Donc, de nouveau, je suppose par l'absurde qu'il est irrationnel. Alors, cette fois-ci, j'utilise un résultat de nouveau que je ne veux pas remontrer, que j'avais montré l'année dernière. C'est que quand on part d'un difféomorphisme de nombre de rotations irrationnel et qu'on compose, à vrai dire à gauche ou à droite, ici j'ai composé à droite, par une petite rotation t, donc avec t différent de 0, je vais changer le nombre de rotations
je ne veux pas garder le même nombre de rotations, je vais strictement augmenter le nombre de rotations si t est positif et strictement le diminuer si t est négatif. Donc en tout cas, je change le nombre de rotations. Mais comme le nombre de rotations, c'est invariant par conjugaison topologique, ce n'est pas compatible avec la stabilité structurelle. Bien sûr, RT rond F, quand t est petit, c'est proche de F dans n'importe quelle topologie. Et donc, c'est bien une perturbation que je dois considérer quand je regarde la stabilité structurelle. Donc, à cause de cette propriété, le nombre de rotations est forcément rationnel. Maintenant, pour terminer, donc je commence par observer que, c'est peut-être pas pour des raisons similaires exactement, mais je veux dire, c'est toujours, j'utilise la stabilité structurelle pour faire une perturbation. La perturbation, en l'occurrence, c'est, je ne l'ai pas mis sur le tableau, c'est de remplacer F par un diffeomorphisme analytique qui est proche de F. Donc si F était déjà analytique, bien sûr, lorsque F a un nombre de rotations oui, je triche un tout petit peu, mais je vais le dire de la façon suivante. Donc, si F est supposez d'abord que F soit analytique. Donc, je regarde l'itéré QIM de F, qui est aussi analytique. Je sais déjà que le nombre de rotations est rationnel. J'appelle Q le dénominateur du nombre de rotations, de sorte que les points périodiques de F sont les points fixes de FQ. Donc maintenant, FQ est analytique, et les points périodiques fixes, en l'occurrence de FQ, sont soit isolés, soit FQ est identiquement l'identité. C'est une fonction analytique, FQ moins l'identité, donc soit elle est identiquement nulle, c'est-à-dire que F lui-même est d'ordre Q, soit, au contraire, les points périodiques sont isolés. Alors, point périodique isolé, c'est ce que je veux, mais d'un autre côté, ce n'est pas possible qu'on ait FQ égale l'identité, parce que ça voudrait dire que je pourrais perturber, F serait conjugué à ce moment-là à la rotation d'ordre Q, je pourrais perturber par conséquent F de façon à ce que le nombre de rotations devienne irrationnel. Je changerais le H rond RP sur Q rond H-1 en un H rond R alpha rond H-1, alpha très très proche de P sur Q, et j'obtiendrai de nouveau quelque chose où j'ai changé le nombre de rotations, ça contredit la stabilité structurelle. Donc, je conclus déjà que les points périodiques de F sont isolés dans le cas analytique. Mais dans le cas non analytique, c'est tout aussi vrai, parce que je peux commencer par perturber. Je perturbe petit f en un diffeomorphisme analytique, et comme je suis structurellement stable, les points périodiques de l'un se déduisent de ceux de l'autre par la conjugaison. Et par conséquent, comme le cas analytique correspond à des points périodiques isolés, le cas général également. Donc les points périodiques sont isolés, bien sûr, donc ça implique qu'il y en a un nombre fini. Et finalement, un petit peu de transversalité me dit que si j'ai un point périodique qui n'est pas hyperbolique, donc dont la dérivée pour FQ, la dérivée vaut 1, eh bien je vais pouvoir, donc je fais plus le dessin qu'autre chose, je vais pouvoir perturber, alors il y a peut-être essentiellement deux cas de figure, c'est un dessin local, je pourrais avoir un point périodique hyperbolique de ce type-là, ou de ce type-là, non hyperbolique, excusez-moi. Justement, le cas hyperbolique, c'est celui que je recherche. Donc voilà deux situations avec une dérivée 1 non hyperbolique. Et donc je peux soit, alors ici je choisis dans ce que j'ai dit, de perturber de façon à obtenir au moins deux points périodiques au voisinage de x0, donc ces deux-là. Ici, en l'occurrence, ça sera plutôt 3. C'est pour ça que j'ai dit au moins 2. Mais en tout cas, je vais changer localement le nombre de points périodiques. Et de nouveau, c'est bien sûr pas compatible avec la stabilité structurelle. Voilà, donc on a terminé l'équivalence à ce stade des différentes propriétés, stabilité structurelle, hyperbolicité. Donc il me reste à vérifier la densité. Alors là, je dois avouer que je vais utiliser un gros marteau pilon. Donc je vais montrer qu'il est dense. Cet ensemble. Donc je pars d'une partie ouverte non vide. Alors la première étape, c'est de choisir un diffeomorphisme analytique dans ce voisinage. Donc ce que j'ai déjà fait une fois quand j'ai voulu montrer que les points périodiques étaient isolés. Donc ayant choisi un diffeomorphisme analytique,
hein, je vais le perturber une première fois en ajoutant, enfin en le composant par une petite rotation, de façon à rester dans le voisinage d'abord, mais aussi à changer le nombre de rotations en un nombre diophantien. Alors je m'excuse de nouveau, diophantien c'était vraiment le sujet du cours de l'année dernière, hein, donc je ne veux pas repasser du temps à définir tout ceci. Donc ensuite, on utilise un théorème profond, un théorème de conjugaison du Heyermann, qui me dit que le nombre de rotations étant diophantien, hein, il existe un diffeomorphisme analytique qui conjugue F1 à une rotation irrationnelle. Enfin, la rotation irrationnelle, alpha, c'est le nombre de rotations de F1. D'accord ? Donc, je me suis ramené par donc première perturbation pour avoir quelque chose d'analytique, deuxième perturbation pour changer le nombre de rotations, hein, à quelque chose qui est analytiquement conjugué à une rotation. Alors, une troisième perturbation, c'est de changer alpha en quelque chose de rationnel. Bien sûr, je prends P sur Q extrêmement proche de alpha, H est fixé ici, hein, H est fixé, donc quand alpha est suffisamment proche de P sur Q, ou plutôt P sur Q suffisamment proche de alpha, F2 sera proche de F1 et par conséquent appartiendra à U. Alors la dernière, j'ai encore pas gagné parce que F2, pour le coup, F2 est d'ordre fini, hein, fini Q, mais maintenant je sais comment perturber, hein, par une formule explicite. Alors en fait, je perturbe d'abord RP sur Q et ensuite je change. Enfin, je perturbe F2 en utilisant la conjugaison. Donc, la perturbation de la rotation d'ordre P sur Q, elle est donnée par cette formule. Donc, vous avez ici la rotation d'ordre P sur Q, un petit coefficient epsilon. Alors, ici, c'est la condition pour que la perturbation soit un difféomorphisme, mais je prendrai en fait epsilon extrêmement petit, non nul, mais extrêmement petit, comme ceci. Alors, vous voyez, bon, je ne vais peut-être pas l'écrire, vous voyez ici que pour ce difféomorphisme-là, avec epsilon différent de 0 et petit, hein, le point 0, enfin l'orbite du point 0 est constituée des points 0, alors pas dans cet ordre, hein, mais enfin si, 0, J sur Q avec J premier à Q, non, excusez-moi, 0 et J sur Q, J variant entre 0 et Q-1, donc les points d'ordre Q sur le cercle forment une orbite périodique qui en l'occurrence est répulsive, et puis il y a une autre orbite périodique qui elle est attractive, qui est l'orbite du point 1 sur 2Q. C'est l'autre point qui va, modulo Q, hein, qui va annuler la perturbation qui est ici. Donc j'ai une orbite périodique attractive, une orbite périodique répulsive, et entre, la dynamique est comme celle que j'avais indiquée ici. Un point, par exemple, entre 0 et 1 sur Q, quand j'itère Q fois, hein, il va se rapprocher de 1 sur 2Q, pardon, dans les temps positifs et de 0 dans les temps négatifs. Bon, donc j'ai F epsilon, donc qui vérifie la propriété 4, hein, nombre de rotations nulles, en l'occurrence c'est une orbite périodique attractive, une orbite périodique répulsive, et pas d'autres orbites périodiques. Hein, et donc finalement, on perturbe F2 en conjuguant la perturbation de RP sur Q par H. Hein, alors les propriétés qui étaient dans la relation 4, hein, elles étaient invariantes par conjugaison. H était analytique, hein, ici, donc ce n'est plus une conjugaison topologique ici, H, hein, c'est une conjugaison analytique, et donc l'hyperbolicité est préservée des points périodiques, et j'obtiens le résultat. Le nombre de rotations, bien sûr, aussi, et j'obtiens le résultat. Donc voilà la démonstration de la densité. Bon, c'est le seul cas où on sache vraiment bien traiter cette équivalence, en quelque sorte, enfin je veux dire, à part le cas C1, le théorème de Magnier dont j'ai parlé, mais enfin je veux dire... ici, où on comprenne bien ce que veut dire stabilité structurelle et l'hyperbolicité dense. Alors, je veux parler un moment, mais pas très longtemps, hein, du cas de la dimension 1 complexe. En dimension 1 complexe, je suis obligé, pour avoir une dynamique intéressante, de sortir du cadre des difféomorphismes, parce que si je prends la sphère de Riemann, je veux garder un cadre compact, hein. Si je prends la sphère de Riemann donc en dimension 1 et que je prenne une transformation qui serait un difféomorphisme holomorphe de la sphère de Riemann, je vais tomber juste sur le groupe des automorphismes de la sphère de Riemann, le groupe des transformations de Möbius, des homographies, et ces transformations ont une dynamique triviale et inintéressante. Enfin, je veux dire, on peut les classifier rapidement. En tout cas, donc le problème de stabilité structurelle dans ce cadre-là ne serait pas spécialement intéressant.
Donc pour avoir une dynamique vraiment intéressante, et elle l'est effectivement tout à fait, il faut se permettre d'aller d'aller chercher des fractions rationnelles, des fonctions rationnelles de degré au moins égal à 2, donc puisque le degré 1, ça correspond aux transformations de Möbius, et donc de considérer l'itération pour ces transformations. Alors, notation, je note rat d, donc l'ensemble des fonctions rationnelles de degré d. Contrairement à ce qui peut se passer en dimension, enfin, je veux dire, quand on fait je veux dire, sur le cercle du réel, ici, l'espace des paramètres va être de dimension finie. En fait, qu'est-ce qu'il vous faut pour comprendre une fonction rationnelle? Vous allez l'écrire sous la forme P sur Q. P sur Q, donc il vous faut donner D plus 1 coefficients, P et Q sont des polynômes de degré O plus D. Donc il vous faut D plus 1 coefficients pour les coefficients de P, D plus 1 coefficients pour les coefficients de Q. Alors bien sûr, si vous multipliez P par une constante et Q par la même constante, P sur Q n'a pas changé, et donc ça correspond à la même fonction rationnelle. Donc ce qui explique pourquoi de ces 2D plus 2 coefficients, vous prenez l'espace projectif de dimension 2D plus 1. Ceci étant, ce n'est pas suffisant parce qu'il se pourrait qu'il y ait des simplifications. Si P et Q ont un 0 en commun, vous pouvez simplifier par un monôme en haut et en bas et vous obtenez en fait une fonction rationnelle de degré D-1. Donc quand vous demandez que la fonction rationnelle en question, P sur Q, soit vraiment de degré P, il vous faut écrire que P et Q n'ont pas de racine commune, ce qui s'écrit de façon algébrique à l'aide du résultant. Le résultant, et donc vous demanderez que le résultant de P et Q soit différent de 0. Donc, résultant, c'est un polynôme dans les coefficients de P et de Q. Et donc, il s'annule sur une hypersurface de cet espace projectif, et donc les fractions rationnelles de degré vraiment D forment le complémentaire de cette hypersurface. Donc, en fait, un espace donc, de paramètres tout à fait sous contrôle, dimension finie, complexe. Alors, du point de vue dynamique, donc comme je l'ai déjà dit, R n'est plus un diffeomorphisme, mais c'est un revêtement ramifié, une application holomorphe de la sphère de Riemann dans elle-même, donc un revêtement ramifié de degré D. J'avais déjà mentionné, mais sans détailler, ces transformations quand j'ai parlé d'entropie topologique. Et j'avais mentionné justement que n'importe quelle transformation, fonction rationnelle R comme ceci, donc c'est une application en particulier, holomorphe, donc en particulier continue de la sphère de Riemann dans elle-même. Donc ça a un sens de définir l'entropie topologique, et j'avais mentionné, sans le démontrer, que l'entropie topologique était toujours log D. Alors voilà le théorème très important dans ce contexte sur la stabilité structurelle. Alors, encore une fois, ici, il n'est pas de question de parler de C1 ou CR, parce que j'ai affaire à un nombre fini de paramètres dans l'espace rad D. Donc, ce que ça veut dire, la perturbation, c'est perturber les paramètres. Je veux dire perturber dans le complémentaire cette hypersurface. Un ouvert dans P2D plus 1 de C. Donc, Magnier, Saad, Sullivan ont démontré le remarquable théorème suivant, c'est que les diffeomorphismes structurellement stables feront une partie ouverte et dense dans rat D. Alors plus précisément, deux fonctions rationnelles qui sont dans cette partie ouverte et dense S vont être topologiquement conjuguées dès qu'ils sont dans la même composante connexe. Voilà. Alors en fait, c'est même mieux que topologiquement conjuguées. C'est une remarque pour les gens qui sont familiers avec ceci, l'analyse complexe. Enfin, les gens qui sont familiers connaissent déjà ce résultat. Mais donc, je ne veux pas définir ce que c'est que quasi-conforme. Quasi-conforme, c'est une propriété de régularité qui est plus forte que simplement être un homéomorphisme. Ici, la conjugaison, a priori, est seulement un homéomorphisme. En fait, on peut faire un peu mieux. Un peu mieux ne veut pas dire que c'est différenciable. Attention, je veux dire, ça ne va pas jusque-là. Mais c'est quand même un contrôle de distorsion, essentiellement de distorsion de modules d'anneaux, qui permet d'améliorer la conclusion de topologique à quasi-conforme. OK. Alors, en connexion avec ça, donc, ça paraît être très bien.
les fonctions rationnelles structurellement stables forment une partie ouverte et dense. Donc là, très bien, je veux dire, c'est... mais par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est quel rapport avec l'hyperbolicité. Alors dans un sens, oui, la partie facile, comme toujours, que hyperbolicité implique structurelle stabilité. Alors, il faut toujours moduler un petit peu cette affirmation. Vous vous rappelez le théorème de Robin-Robinson, il fallait hyperbolicité plus une condition de transversalité. Mais la condition de transversalité, c'est toujours un ajout plus ou moins, enfin, trivial est exagéré, mais je veux dire facile. La question, c'est est-ce que hyperbolicité plus des conditions assez naturelles à écrire implique ou est équivalent à la stabilité structurelle? Donc ici, c'est la même chose. L'hyperbolicité. Alors, je vais définir ce que c'est que l'hyperbolicité dans ce cadre, mais on sait que l'hyperbolicité, plus des petites conditions pas bien méchantes, implique la stabilité structurelle. Mais par contre, on ne sait pas du tout la partie inverse, la partie démontrée par Magnier dans le cas la C1, enfin, dans le cas C1 pour des difféomorphismes, on ne sait pas du tout dans l'autre sens. C'est en quelque sorte l'objet de la conjecture de Fatou. Alors, Fatou, c'est le début du XXe siècle. Le théorème de Magnier et Sullivan, c'est vers 1983 ou 1984. Donc, bien sûr, et puis même la notion de stabilité structurelle est récente. Donc, Fatou a une conjecture qui date du début du XXe siècle, qui est essentiellement, compte tenu du théorème de Magnier et Sullivan, de savoir si est-ce que stabilité structurelle implique hyperbolicité. Donc la partie Magnier, en quelque sorte, du théorème. Donc je dois donner quelques définitions pour formuler la conjecture de Fatou. Donc la première, c'est définir ce qu'on appelle les ensembles de Fatou et de Julia. Donc les deux ont travaillé au début du XXe siècle sur l'itération des fonctions rationnelles. Donc l'ensemble de Fatou, c'est l'ensemble des points au voisinage desquels les itérés de R forment une famille normale. Donc ça veut dire relativement compacte. On peut extraire de toute suite d'itérés une sous-suite qui va converger uniformément sur les compacts. Donc ça, c'est la définition de l'ensemble de Fatou. Et par définition, l'ensemble de Julia, c'est juste le complémentaire. Donc on a fait une partition entre les deux. Alors, il résulte immédiatement de la définition ici de l'ensemble de Fatou que l'ensemble de Fatou est totalement invariant, c'est-à-dire que son image par R est égale à f de R, et son image inverse par R est aussi égale à f de R. Et donc, en passant au complémentaire, c'est vrai aussi pour l'ensemble de Julia. C'est en fait l'ensemble de Julia qui est intéressant dans cette histoire, c'est là que se passent les choses compliquées. C'est aussi l'ensemble qui est plus difficile à étudier, mais enfin, bien sûr, c'est là qu'il faut regarder. Donc, l'ensemble de Julia est en général une partie compacte, non vide. Par contre, l'ensemble de Fatou peut être vide. Il y a des exemples, en tout cas pour les fonctions rationnelles, pas pour les polynômes. Si vous prenez simplement un polynôme, il y a toujours un bassin de l'infini qui fait partie de l'ensemble de Fatou. Mais pour des fonctions rationnelles avec un P sur Q, avec un Q non trivial, il se peut que l'ensemble de Fatou soit vide. Et à ce moment-là, l'ensemble de Julia est égal à la sphère de Riemann tout entière. Mais enfin, de façon générale, l'ensemble de Julia est une partie compacte, non vide et totalement invariante de la sphère de Riemann. Alors, ayant défini ceci, je peux maintenant définir l'hyperbolicité pour les fonctions rationnelles. Je vais dire que R est hyperbolique s'il existe un entier n strictement positif, tel que les dérivées de R deviennent plus grandes que 1 pour cet entier n. Donc il faut que j'attende peut-être un certain temps, mais on aura cette propriété le long de l'ensemble de Julia. Parce qu'au contraire, l'ensemble de Fatou, alors il y a des théorèmes, je ne vais pas mentionner ici, de classification des composantes, enfin, d'abord de périodicité ou de pré-périodicité des composantes connexes de l'ensemble de Fatou, et ensuite des classifications des composantes connexes périodiques de l'ensemble de Fatou, qui vous dit que quand elles sont associées à une orbite périodique, cette orbite périodique est automatiquement soit attractive, soit indifférente, c'est-à-dire que la dérivée le long de l'orbite périodique est de module 1. Donc ici, au contraire, toutes les orbites périodiques, par exemple, et en général, c'est toujours le cas que l'ensemble de Julia contient beaucoup d'orbites périodiques,
toutes les orbites périodiques ici vont être des orbites périodiques répulsives à cause de cette propriété. Mais enfin, bien sûr, c'est beaucoup plus fort de dire cette propriété pour tout Z dans l'ensemble de Julia que pour les orbites périodiques, malgré que les orbites périodiques soient denses dans l'ensemble de Julia. Bon, juste un point peut-être, l'infini ne joue pas de rôle particulier, puisque c'est de la dynamique. Je peux toujours conjuguer, par exemple, par une transformation de Möbius qui change l'infini de place. Donc il ne faut pas prendre cette dérivée en un sens purement algébrique. Hein. Par exemple, si vous prenez la transformation, même une transformation de Möbius, comme 1 sur Z, hein, 1 sur Z, du point de vue de la métrique sphérique, ça va être une isométrie. Donc la dérivée en 0 va valoir 1. Hein. Je veux dire, ce n'est pas la dérivée au sens algébrique, c'est la dérivée au sens de mettre une métrique et de calculer la façon dont la métrique est dilatée ou contractée, hein, par la dynamique. Voilà, alors, donc, c'est assez clair, enfin, avec des propriétés tout à fait élémentaires de l'ensemble de Fatou de Julia, hein, de voir que l'hyperbolicité d'une fraction rationnelle est une propriété ouverte, ce qu'on avait déjà vu pour des diffeomorphismes. Enfin, comme ici, on n'a plus des diffeomorphismes et il faut faire un petit peu attention. Enfin, je veux dire, il faut redémontrer ce résultat, vérifier. C'est encore une fois facile. Hein, et la conjecture de Fatou vous dit précisément qu'on s'attend à ce que les fonctions rationnelles, hein, soient denses. Hein, donc, d'une certaine façon, hein, on a cet ensemble, si je fais un dessin un peu symbolique, hein, on a cet ensemble S, donc ça c'est dans l'espace des paramètres. Hein, donc dans RAD-D, hein, on a cet ensemble S qui a beaucoup de composantes connexes. Hein, cet ensemble est ouvert et dense, donc il faut vraiment penser qu'il a beaucoup de composantes connexes. Par exemple, on peut avoir, je vais dire, en faisant varier les paramètres, hein, on peut s'arranger à ce qu'il y ait des orbites périodiques de n'importe quelle période donnée qui deviennent attractives. Hein, et donc, ceci correspondra, suivant la période, à des composantes différentes. Donc, il y a certainement un nombre infini, hein, ici de composantes connexes. Dans chaque composante connexe, deux fonctions rationnelles proches vont être topologiquement conjuguées. Mais alors, d'une certaine façon, on comprend beaucoup de ces composantes connexes, c'est celles où les fonctions rationnelles vont être hyperboliques. Hein, donc il y a beaucoup de façons. La question, c'est est-ce qu'il existe quelque part dans l'espace des paramètres, hein, une composante connexe, donc, qui ferait partie de l'ensemble S. Donc les fonctions rationnelles ici sont structurellement stables, mais il se pourrait qu'elles ne soient pas hyperboliques. Aucune de celles-là ne soit hyperbolique, et donc la conjecture de Fatou serait violée. Donc la conjecture de Fatou, c'est qu'en fait, hein, l'ensemble S, qui est garanti par le théorème de Magnier-Satsu-Ivan, hein, il est formé de fonctions rationnelles hyperboliques. Hein. Je veux dire, encore une fois, mais pour formuler la conjecture de Fatou, il n'y a bien sûr pas besoin d'avoir le théorème de Magnier-Satsu-Ivan. Simplement, le théorème de Magnier-Satsu-Ivan éclaire de façon très spécifique la conjecture de Fatou. Alors, je crois que c'est le bon moment de faire la pause. Oui, c'est le bon moment de faire la pause, donc je fais une pause de 5 minutes. Et ensuite, on repartira sur les questions de densité et de l'hyperbolicité, mais cette fois pour des diffeomorphismes de variété compacte. Enfin, j'abandonne le côté holomorphe, hein, et je serai par contre en dimension 2 et plus, puisque le cas du cercle a été traité. Voilà, donc 5 minutes de pause.